Bonjour, on va donc commencer la conférence numéro 3 d'endocrinologie par un dossier concernant Madame N, 45 ans, qui a une tuméfaction cervicale inférieure gauche. Donc, qu'est-ce que tu recherches à l'examen clinique ? Alors, d'abord à l'interrogatoire, j'ai recherché des arguments en faveur d'un cancer thyroïdien, donc des facteurs de risque de cancer thyroïdien avec les antécédents familiaux de cancer thyroïdien, une irradiation cervicale externe, une polypose colonique, des antécédents de pathologie NEM2, la date d'apparition de la masse, le mode évolutif, des signes de compression avec une dysphonie, dyspnée, dysphagie, un flush ou des diarrhées vasomotrices évocateur d'un cancer médulaire de la thyroïde, et des signes de dysthyroïdie, d'hyperthyroïdie et d'hypothyroïdie. L'examen clinique, j'ai recherché la taille, la localisation, est-ce qu'on avait un goitre sous-jacent, la consistance, la sensibilité, l'adhérence au plan profond et à la peau. J'ai recherché des adénopathies cervicales, voilà, et voilà. C'est parfait, hein, tu as fait le tour. Globalement, c'est ça, bien pensé. Donc là, on part vraiment, on a un nodule, il y a 3 diagnostics possibles. D'une part, le cancer, d'autre part, l'adénome bénin, donc rien du tout. La troisième chose, c'est l'adénome toxique. Okay, donc ces 3 choses, il faut aller cibler soit vers l'hyperthyroïdie. Si vous êtes dans un contexte d'hypothyroïdie, disons que le nodule, ce n'est pas le point d'appel, parce que ce n'est pas le nodule qui est à l'origine de l'hypothyroïdie. Donc l'idée là, c'est de faire le point entre adénome toxique, adénome bénin ou cancer de la thyroïde. Okay, donc les facteurs de risque de cancer de la thyroïde, c'est très très important parce que c'est quelque chose qui est rarissime, hein, des gens qui ont déjà eu des irradiations cervicales, qui ont eu des antécédents familiaux de cancer de la thyroïde, mais par contre, c'est des facteurs de risque qui sont très importants parce qu'ils augmentent énormément le risque de cancer de la thyroïde. Donc souvent, quand on a une patiente qui a un nodule thyroïdien avec un de ces facteurs de risque, on a tendance à aller à la chirurgie, même si échographiquement ou cliniquement, il n'y a rien en faveur d'un cancer de la thyroïde. Donc très important. Tout ce qui est examen clinique sur la consistance du nodule, bah, ça je pense que vous le connaissez par cœur. Bien évidemment, aller chercher des signes d'hyperthyroïdie. C'était parfait. Les adénopathies satellites, vous verrez dans la suite, c'est vraiment un argument qui nous permet, qui nous pousse aussi à aller vers la chirurgie rapidement. Donc qu'est-ce qu'on fait comme examen complémentaire ? J'ai fait un bilan biologique avec TSH, en deuxième intention T3, T4. J'ai fait de bêta-HCG, j'ai fait calcitonine et ACE. Et après, dans le bilan morphologique, j'ai fait échographie thyroïdienne, donc visualise le nodule, la taille, l'aspect du parenchyme sous-jacent, les critères de malignité, contour flou, calcification, le nombre de nodules, s'il y en avait d'autres. Donc voilà. Ok, bon, donc c'est très bien. Par contre, pas T3, T4. Hein. On est dans le cadre d'une pathologie thyroïdienne périphérique. Pas de T3, pas de T4, ça ne changera rien, ça peut vous induire en erreur. C'est des dosages qui ne sont pas du tout stables, notamment dans la journée. Donc vraiment, la TSH t'informera principalement sur dans quel contexte tu te situes. Donc déjà, TSH normal, on part sur l'adénome bénin ou l'adénome ou le cancer thyroïdien. TSH basse, on part sur l'adénome toxique. Okay, TSH élevé, bon, bah, il se trouve que le nodule, ça a été une découverte fortuite sur un goitre ou des choses comme ça. Okay, donc TSH très très important. Tout ce qui est calcitonine, ACE, pas du tout en première intention. Okay, jamais, jamais, jamais. La calcitonine, si elle a des flushs ou des diarrhées, là effectivement on va faire la calcitonine. Pour certains, on la fait systématiquement avant d'opérer, mais comme ça, là, dans un premier bilan, non. Parce que d'une part, le cancer thyroïdien vésiculaire est beaucoup plus fréquent que le cancer médulaire de la thyroïde. Et d'autre part, l'adénome bénin est beaucoup plus fréquent que le cancer de la thyroïde. Donc si on faisait des calcitonines à tout le monde, ça commencerait à coûter très très cher. Donc la calcitonine, pas systématique, éventuellement en pré-chirurgical, pour les raisons qu'on verra juste après. Donc l'échothyroïdienne, très très important, effectivement, et qui sera complétée par une cytoponction à l'aiguille fine. Ça, c'est l'examen qu'on fait quasiment à tous les patients qui ont un nodule thyroïdien. Donc l'indication de la cytoponction thyroïdienne, c'est tout nodule qui est de plus de 1 cm. J'ai une petite erreur dans la correction, hein, c'est 1 cm et non 3 cm. Okay, donc tout nodule, même s'il n'est pas échographiquement suspect, qui fait plus d'1 cm, la patiente elle a une cytoponction thyroïdienne. Vous savez comment ça se passe, une cytoponction thyroïdienne ? Donc ça, c'est important parce que c'est le genre de questions qu'ils peuvent vous poser à l'interne, hein, expliquer à votre patiente comment ça se passe. Donc globalement, ça se fait, on vous donne éventuellement des anxiolytiques un petit peu avant,
mais rien de plus. Pas d'anesthésie locale, parce que la piqûre de l'anesthésie fera aussi mal que la cytoponction en elle-même. Elle se fait avec une aiguille de sous-cutanée. Le médecin, c'est fait par un médecin, le plus souvent sous échographie. Quand on palpe très bien le nodule, on peut faire en direct. Le patient est allongé sur le dos avec la tête en extension. Donc on palpe le nodule, on pose la sonde d'échographie et puis on met l'aiguille. Donc c'est juste une aiguille, il n'y a même pas la seringue dans le nodule. Et puis par capillarité, en fait, il y a des cellules qui vont remonter dans l'aiguille. Et donc ensuite, c'est un frottis en fait, c'est l'équivalent d'un frottis. Et après, là, ils mettent une seringue et ils mettent les cellules sur une lame et on regarde ça au microscope. Voilà, donc c'est vraiment un examen bénin, il n'y a pas de complications. Éventuellement un petit hématome au niveau cervical, mais qui n'est jamais compliqué. On conseille aux patients d'arrêter l'aspirine 10 jours avant, mais il y a même des médecins qui font des cytoponctions sous aspirine. La seule contre-indication, c'est les AVK et les troubles de la coagulation. Ok, mais sinon, c'est vraiment un examen qu'on fait à énormément de patients. D'accord, les résultats de la cytoponction, donc ça peut être bénin, ça peut être malin, ça peut être suspect, ou ça peut être ce qu'on appelle non contributif. Non contributif, ça veut dire qu'il faut recommencer. Okay, donc quand on vous dit, qu'est-ce que vous dites à votre patiente pour l'informer, il faut commencer par lui dire, je vous préviens, il est possible que vous ayez à refaire cet examen si le résultat est non contributif. Dans 10% des cas, on est face à un résultat suspect ou malin. Et donc, suspect ou malin, ça mènera à une chirurgie. Okay, même si c'est uniquement suspect. Il faut savoir que seulement 5% des cytoponctions sont en fait des cancers. D'accord ? Donc bénin, on ne va rien faire. On va surveiller le nodule échographiquement. Non contributif, on refait la cytoponction. Suspect ou malin, on opérera. Ok ? Donc c'est presque... Enfin voilà, quand vous êtes face à un nodule, il faut tout de suite parler de la cytoponction parce que c'est quelque chose qu'on va faire de manière systématique dès qu'il fait plus d'1 centimètre. Ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'un petit nodule, ça n'exclut pas le cancer du tout. La taille n'est pas en faveur du cancer. Plus c'est gros, plus c'est un cancer, ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'on fait des cytoponctions qu'aux nodules qui font plus d'1 centimètre ? Parce qu'on s'est rendu compte que les cytoponctions sur les nodules de moins d'1 centimètre, elles avaient une fiabilité qui était mauvaise. On tapait souvent à côté, etc. De la même façon, un nodule de plus de 3 centimètres, on va avoir tendance à l'opérer tout de suite plutôt que faire la cytoponction. On fera la cytoponction, mais on opérera quand même si les résultats sont négatifs, parce qu'on s'est rendu compte aussi que les résultats étaient moins bons. Si c'est un adénome toxique et que la TSH est modifiée, on ne va pas du coup faire écho-cytoponction. Non. On annule tout là. Voilà, non. Tu fais l'échographie, ouais. Devant tout nodule, il faut faire une échographie de toute façon, parce qu'il faut que tu caractérises ton nodule. Et si par exemple c'est un adénome toxique, tu auras un adénome qui est très très vascularisé par exemple. Une TSH est basse, là on partira vers... Qu'est-ce que tu feras comme examen ? Une sortie. Voilà. Après avoir vérifié que... Elle est pas enceinte. Voilà. N'oubliez pas, thyroïde, un dossier thyroïde, il faut penser à la grossesse tout le temps. Ok ? Même si c'est un homme, je pense que vous n'aurez jamais de thyroïde chez un homme, de problème thyroïdien chez un homme, parce que c'est quand même rare. Mais dès que vous avez un dossier thyroïde, il faut penser à la grossesse. Pourquoi ? Parce que toutes les maladies auto-immunes de la thyroïde s'aggravent pendant la grossesse. Les médicaments de l'hyperthyroïdie, j'en ai omeprazole, contre-indiqué pendant la grossesse. La scintigraphie, contre-indiquée pendant la grossesse. Qui sont les patientes qui sont touchées par ce genre de maladie ? Des patientes en âge de procréer. Okay, donc, dès que vous avez un dossier thyroïde, même si c'est un cancer et que vous allez devoir partir sur un traitement si éventuellement on vous pose la question, il faudra penser qu'on lui fait une scintille, on va lui donner, elle va avoir une scintille à l'iode, donc elle ne pourra pas avoir de bébé pendant longtemps. Donc il faut que vous mettiez ça dans votre projet thérapeutique en expliquant à la patiente qu'il ne faut pas qu'elle soit enceinte, etc. etc. Okay, donc, dès que vous voyez un dossier thyroïde, il faut ouvrir la case grossesse. Indispensable. Ok, donc la scintille, on la fera que si la TSH est basse, et puis si vous avez des signes de compression, des choses comme ça, on fait le scanner, la radio de thorax, voilà. Globalement, dans cette question, moi je vous les ai tous mis, ils ne seront pas tous cotés. Vous avez là tous les examens qui sont faisables quand vous avez une pathologie de la thyroïde. Donc, c'est ce que je vous disais la dernière fois, la thyroïde c'est facile, parce qu'il y a peu d'examens à faire. Okay, il manque juste les anticorps, parce que là il n'y a aucune indication, mais en pathologie thyroïdienne, vous avez TSH, anticorps, ça c'est la bio. Après vous avez l'échographie, la scintille, la cytoponction. En dehors de ça, besoin de rien savoir. Facile la thyroïde. Alors la question 3.
Donc il y a des adénopathies jugulo-carotidiennes à la palpation, le nodule est ferme et à l'échographie il est hypoéchogène, il mesure 3,5 cm. Donc quel diagnostic le plus probable? J'ai mis un cancer de la thyroïde, a priori épithélial parce que pas de CMT. Mais... Voilà, plutôt épithélial, rien que par argument de fréquence, hein. Tu peux partir là-dessus. C'est pas mal de préciser quels sont les 2 types de cancer épithélial. Vésiculaire et non, papillaire, qui est beaucoup plus fréquent. Hein. En ordre de fréquence, vous avez le papillaire, puis le vésiculaire, et après vous avez les choses beaucoup plus rarissimes et beaucoup plus graves, hein, l'anaplasique, le non différencié, etc., que je pense que vous n'aurez pas, qui apparaissent plutôt chez la femme âgée. Okay, vésiculaire, c'est autant chez les hommes et chez les femmes, le papillaire, c'est beaucoup plus chez les femmes, et beaucoup plus fréquent, donc typiquement chez la femme jeune. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Donc j'ai remis cytoponction à l'aiguille fine quand même pour le diagnostic positif. Donc j'hospitalise pour faire un bilan. Non, pas besoin. Dans la thyroïde, on n'hospitalise jamais. Bon, gardez ça en tête. Là, on va l'opérer, tu es d'accord? Donc on va l'hospitaliser pour son intervention, mais tous les bilans de la thyroïde peuvent tout à fait se faire en externe. C'est des bilans simples, non compliqués, puis surtout, le terrain, c'est souvent la femme jeune qui n'a pas de comorbidité, donc qui ne justifie pas vraiment d'une hospitalisation. Qu'est-ce que tu feras comme bilan? Donc après, j'ai fait un bilan d'extension avec local, donc j'ai remis échothyroïdienne, un TDM cervical. Régional, toujours le TDM cervical. Et général, j'ai mis un scan thoracique et j'ai fait une scintille osseuse. Comme ça donne... Alors, il faut savoir que le cancer de la thyroïde, c'est un cancer qui est d'excellent pronostic. Et ce que tu vas faire après dans le traitement, tu vas l'opérer, puis tu vas faire un traitement par iode. Et en fait, après ce traitement par iode, elle va avoir une scintigraphie. Donc, c'est pas okay. Donc tout ça, en fait, n'est pas indispensable. La seule chose qu'on fait avant la chirurgie, c'est l'échographie cervicale. Tu fais l'échographie cervicale pour avoir l'aspect du nodule, pour avoir éventuellement s'il est multifocal, où sont les adénopathies, ça c'est primordial. Le reste, on ne fera rien. On va l'opérer en fonction du stade TNM, etc., qu'on aura après la chirurgie, on ira faire éventuellement des bilans d'extension. Mais de toute façon, l'acquisition scintigraphique que tu vas faire après le traitement par iode te permettra de savoir où est-ce qu'il y a une localisation secondaire. Parce qu'il est gros quand même là, enfin 3,5 cm, on sait que c'est... Non, on ne fait pas avant. Okay. Le meilleur bilan d'extension, c'est la scintigraphie à l'iode. Vous comprenez bien comment elle fonctionne. La patiente, on lui a enlevé la thyroïde. Okay, elle n'a plus de thyroïde. Ensuite, vous lui donnez de l'iode radioactif. Et vous savez que l'iode dans le corps ne se fixe qu'au niveau de la thyroïde. Okay, il va passer dans les urines, il va passer dans le tube digestif, hein, parce que c'est une gélule. Ça passe dans les urines, mais sinon, ça ne se fixe pas dans le corps, ça ne va que dans la thyroïde. Donc globalement, le seul endroit où l'iode va se fixer, ça va être au niveau d'une localisation secondaire. Sauf s'il reste des petits morceaux de thyroïde. Donc il n'y a besoin de rien avant. Mais ça, c'est le traitement. Et après, après le traitement, tu fais une scintigraphie. En fait, tu donnes la gélule, ils sont hospitalisés là parce que la dose de radioactivité est très importante, et à J5 de la gélule, on fait une scintigraphie. Et en fait, tu vas chercher là où se situe la radioactivité. Okay. Et c'est le meilleur moyen de savoir où si effectivement il y a des localisations secondaires. Et la plupart du temps, comme c'est des cancers qui sont extrêmement, c'est pas bénin parce que ça reste un cancer, hein, mais d'excellents pronostics, ils ont très souvent peu de localisations secondaires. Il n'y a aucune fixation à la scintigraphie. Mais ça peut quand même métastaser à l'os. Oui, c'est très rare. Mais ça, tu le verras très très bien à la scintille. Donc la scintille osseuse, déjà, elle n'a d'intérêt que sur les cancers très peu différenciés, quand effectivement, ils ne captent plus du tout l'iode. Là, la scintigraphie. Après, tout ce qui est scanner cervical, scanner thoracique permettra d'aller visualiser la localisation secondaire. Mais souvent, c'est des localisations secondaires microscopiques qui ne se voient pas du tout au scanner et qui se verront à la scintigraphie, parce qu'on aura une fixation diffuse pulmonaire. Okay, si vous avez bien compris ça, vous n'oublierez jamais qu'il faut faire cette scintigraphie après le traitement. Et après, donc, j'ai fait un bilan pré-op. J'ai mis une calcémie dedans pour les parathyroïdes. Là. Systématique, hein, le bilan phosphocalcique, il faut toujours le faire avant. Et donc, après, donc, j'ai fait un traitement chirurgical par thyroïdectomie et curage ganglionnaire. Voilà, thyroïdectomie totale, curage ganglionnaire, là, la question ne se pose même pas. Dans le bas dos, les chirurgies, elles sont très discutées, etc. Dès qu'il y a une suspicion de cancer, on enlève tout. Et avec envoi en anapathe Voilà, le diagnostic se fera à l'anapathe. Très bien. Et surtout, en post-opératoire, on surveille de manière rapprochée. Pourquoi ?
Non. Ça, c'est pas tant un problème. Hein. Bah, pour les lésions des parathyroïdes, Ouais. le nerf récurrent, Et dysphonie. le nerf récurrent. Ok, ils peuvent faire d'une part la dysphonie, mais ils peuvent aussi étouffer. Ok, avec une paralysie du récurrent. Ça peut donner des paralysies diaphragmatiques, donc c'est très important de les surveiller. Et le calcium, très très important aussi. Dans quel cas on fait des nodulectomies? Alors ça, il y a de moins en moins de gens qui le font. Ça, je pense que vous n'aurez jamais ça parce que là, il était suspect, il était hypoéchogène, il était gros, elle avait des adénopathies. Donc ça, la question ne se pose pas. Il y a certains chirurgies qui font juste l'exérèse du nodule quand le nodule est gros, qui gêne et que la cytoponction, elle est négative. Ok, c'est devenu très très rare de faire une exérèse de nodule seule, hein, parce qu'on dit une adénomectomie. Et il n'y a pas dans certains cancers qui sont plus d'1 centimètre, enfin des nodules plus d'1 centimètre où on ne fait pas de diode 131 et donc on ne fait pas de scinti? Effectivement, mais là, ils faisaient plus de 3,5 cm. S'ils font moins d'1 centimètre, on ne fait même pas la scinti, on ne fait pas de bilan d'extension. Il n'y a jamais de chance de... Ouais, d'accord. En fait, parce qu'on sait... Vous savez qu'une patiente qui a un cancer de la thyroïde, elle a la même espérance de vie que nous tous. Donc c'est vraiment un cancer qui est d'excellent pronostic. Donc on a tendance, qui métastase très rarement. Alors effectivement, quand on est dans l'anaplasique, le vésiculaire est de moins bon pronostic que le papillaire. Le papillaire, c'est 80% des cancers. Vous avez peut-être 15% qui sont des vésiculaires, puis 5% qui sont des anaplasiques ou des peu différenciés. Ceux-là sont gravissimes, on est d'accord. Mais ceux-là, c'est la dame, la vieille, etc. C'est pas du tout le même terrain. Okay, et effectivement, mais ça, je pense que vous n'avez pas à le savoir. Hein. En fonction de la classification TNM, on ne fait pas de traitement par l'iode 131 en fait. Donc ça c'est pour les cancers de moins d'1 centimètre. Pour les les micro-cancers qu'on a découverts sur les pièces de thyroïdectomie, d'un base d'eau ou d'un goitre ou des choses comme ça. C'est souvent ça. Mais plus d'1 centimètre, on traite à tout le monde. D'accord. Et on ne fait jamais d'extempo en fait alors? Ça sert à rien. Tu fais l'extempo parfois pour diriger le curage. Parce qu'il y a plusieurs zones qu'on peut curer. Il va y avoir un curage central, un curage latéral. On peut remonter très haut dans le curage parce qu'il y a énormément de ganglions au niveau du cou. Et ça, souvent, ils le décident en fonction de l'extempo. Mettez thyroïdectomie totale avec examen extemporané, curage, mettez tout. Parce qu'effectivement, en pratique, tout est fait. Et l'extemporané, souvent, guide le curage. Non, tu le sais. Ouais, à la palpation, ça ne suffit pas pour savoir. Hein. C'est à l'échographie, ça fait plus de 3 cm. Mais ça, c'est les recommandations disent que plus de 3 cm, tu peux aller directement à la chirurgie. Ok ? En pratique, la plupart des médecins, ils font quand même la cytoponction, si c'est malin. Comme ça, on sait qu'il faut faire le curage, qu'il faut tout faire. Ok ? La cytoponction, vous avez vu, c'est un examen tellement bénin, c'est comme une prise de sang, la cytoponction. Donc, on a tendance à la faire à tout le monde. Donc, retenez que moins d'1 centimètre, on ne fait pas de cytoponction. Plus de 3 cm, on peut se permettre d'aller à la chirurgie sans opérer, mais il y en a beaucoup qui font quand même la cytoponction. Ok ? Est-ce que c'est clair dans votre tête ? Vous êtes face à un nodule, il est moins d'1 centimètre, on le surveille à l'échographie. Il fait entre 1 et 3 cm, on fait la cytoponction. Il est plus de 3 cm, la plupart du temps on fait la cytoponction et on va à la chirurgie. Ok ? Si en plus de ça, il a des critères suspects, etc., de toute façon, on passe toujours par la cytoponction. Et puis, toujours commencer par une TSH. Non, mais qu'est-ce qu'on faisait pour le moins d'1 centimètre? Moins d'1 centimètre, en pratique, on continue à surveiller, parce qu'il peut grossir. Et donc, on le surveille échographiquement, on refait une écho à 6 mois, une écho à 1 an et demi. Et après, les critères échographiques du nodule aussi sont très importants. Un nodule hypoéchogène avec une vascularisation mixte, on va avoir tendance à le surveiller de plus près qu'un nodule kystique. Vous les connaissez, les critères échographiques de malignité. Ok, un nodule hypoéchogène, mal limité, avec une vascularisation centrale, donc plutôt l'intérieur du nodule qui est vascularisé que le tour du nodule. De structure plutôt solide que liquide, un kyste, c'est sûr que c'est pas malin. Et puis évidemment les adénopathies. D'accord, la taille n'est pas un critère de malignité. Donc, qu'est-ce que tu fais après la thyroïdectomie ? Donc là, on va faire la radiothérapie métabolique à l'iode 131 devant les critères de sévérité. Alors, là, qui étaient les adénopathies essentiellement. Parce qu'on ne fait pas de traitement par iode uniquement
Quand c'est moins d'1 centimètre, sans adénopathie. Donc les adénopathies, bam, vous passez dans le traitement par iode. Je pense clairement que vous n'êtes pas censé savoir les indications de la scintigraphie. Vous pouvez mettre traitement par iode 131 en fonction du stade TNM de la tumeur après la chirurgie. Mettez ça, ça veut dire que vous avez tout compris. Donc à but de bilan d'extension. Tout à fait. Et thérapeutique pour tout ce qui est reliquat embryonnaire sous... Reliquat embryonnaire? Non, c'est pas pour ça. Pour les localisations secondaires et pour les reliquats de thyroïde. Voilà, les restes de thyroïde. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir enlevé toute la thyroïde? Comment est-ce qu'on surveille un cancer de la thyroïde? Parce qu'ensuite on va le surveiller avec la thyroglobuline. Voilà, tout à et fait. il faut qu'il n'y ait plus de... Il faut qu'il n'y ait plus de thyroïde pour que la thyroglobuline soit nulle en fait. On ne la dose pas, elle est complètement indosable. Et on a des autres dosages qui sont très 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 fins. Donc, et ça, les patients, on les surveille qu'avec ça. Hop, toute leur vie, ils ont une thyroglobuline tous les 6 mois, voire 1 an, puis après tous les 5 ans. Et c'est la seule chose qu'ils sont obligés de faire dans le suivi de leur cancer de la thyroïde. Donc on le fait sous TSH élevé, soit par une privation en hormones durant 1 mois, soit par l'administration de TSH. Recombinante. Donc voilà, ensuite on va faire à distance une hormonothérapie substitutive et freinatrice après un bilan cardiaque avec ECG. Voilà. Et puis voilà. Très bien, et on surveille. C'est la question d'après, excuse-moi. Parfait. Bon, même si elle a 45 ans, essayez de mettre de la grossesse dedans. Toujours dans un dossier de thyroïde. Donc surtout avant de lui faire de l'iode 131, qui est quand même une très très forte dose de radiothérapie. Systématiquement, en pratique, les patientes, il faut toutes qu'elles soient sous pilule ou alors qu'elles aient leurs règles pendant qu'elles ont leur traitement. Okay, et limite celles-là, quand elles ont leurs règles, on se dit bon, on n'est quand même pas à l'abri, on fait quand même des bêtas. Donc moi je vous conseille de mettre après dosage des bêta-HCG, pour être sûr. Donc la surveillance. La surveillance, j'ai mis à chaque consultation surveillance clinique avec palpation de la loge thyroïdienne et recherche d'adénopathie. Et biologiquement, j'ai fait une surveillance par dosage de la thyroglobuline, anticorps anti-TPO, sous stimulation de la thyroïde par TSH recombinante, dosage de la TSH et échothyroïdienne, et puis plus tard, dosage de la thyroglobuline et anticorps anti-TPO et TSH, sans stimulation. D'accord. C'est tout. L'échographie? Oui, l'échographie. Tu l'as dit? Oui. Excuse-moi, j'ai dû zapper. Très bien. C'était au début, enfin. D'accord. Ok, donc c'est ça. Cliniquement, on palpe la loge thyroïdienne, on regarde s'il y a des adénopathies, un nouveau nodule qui aurait poussé. C'est plutôt en général sur l'adénopathie que ça revient. Ça, leur demander s'ils tolèrent bien le fait d'avoir une hormonothérapie freinatrice, parce qu'ils ont quand même des doses. Ils ont en général des TSH, on leur demande d'avoir une TSH en dessous de 0,1. Donc ils sont en hyperthyroïdie relative, donc parfois il y en a qui tolèrent très très mal en fait cette hyperthyroïdie, donc c'est important de leur poser la question. Il va falloir qu'on dose la TSH d'une part pour vérifier que l'hormonothérapie est bien freinatrice, et d'autre part on va doser la thyroglobuline qui va être la principale chose qu'on va surveiller. Il faut que la thyroglobuline soit négative. Après on va continuer avec l'échographie qui va nous permettre de regarder s'il y a surtout des adénopathies. On regardera aussi la loge thyroïdienne, bien évidemment. Et puis, la scintigraphie, on peut la refaire. Elle sera faite à l'iode 123. Et non, on ne la fait que si la thyroglobuline est positive. D'accord? Et en pratique, la surveillance se fait à 6 mois, à 1 an, puis tous les ans, jusqu'à 7 ans. Et après, on arrête. D'accord? Alors, je continue à vous dire, sachez-le, comprenez bien tout ça, c'est important, mais je pense que ça ne tombera pas à l'internat. Et autre chose intéressante, il y a une conférence de consensus très précise qui est sortie sur la prise en charge du cancer de la thyroïde en 2006, avec exactement détaillé tout ça. Donc c'est très 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 clair. Qu'est-ce qu'on fait à 6 mois, qu'est-ce qu'on fait à 1 an? Le bilan n'est pas le même à chaque fois. En fait, on fait 6 mois, 1 an après, et après à 5 ans. Vous voyez. Donc les gens, on ne les voit pas beaucoup. Les anticorps anti-thyroglobulines? C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on dose les anticorps anti-thyroglobuline? Parce que quand on a des anticorps anti-thyroglobuline, ça peut faire des interférences de dosage avec la thyroglobuline, et du coup, on peut avoir des thyroglobulines faussement négatives. Donc il faut en général que les anticorps soient négatifs et que la thyroglobuline soit négative. Si vous n'avez pas d'anticorps, c'est que vous n'avez pas de thyroglobuline. Mais c'est pareil que anticorps anti-TPO, t'as pas dit TPO?
Ah, bah c'est thyroglobuline, pardon. Anticorps anti-thyroglobuline. Je vous l'ai mis. Vous verrez dans la correction, il y a l'explication des anticorps anti-thyroglobuline. Question 6. Donc là, on re-rentre dans le programme vraiment de l'internat. Alors, c'était une patiente la patiente revenait, elle avait des doigts semi-fléchis, avec une contracture musculaire diffuse. Alors, j'ai mis une hypothyroïdie avec syndrome myogène. Mais Alors, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Je n'ai pas convaincue, mais... Moi, j'ai mis hypothyroïdie avec syndrome du canal carpien. Ouais, c'est un peu pareil. Mais toi, t'as trop... Moi, j'ai mis hypocalcémie par lésion Voilà. des parathyroïdes. Tout à fait. Et c'est une main de l'écrivain. Tout à fait. Donc, l'hypopara post-op. Donc, à l'internat, vous n'aurez jamais autre chose comme hypocalcémie qu'une hypopara. Toutes les autres causes d'hypocalcémie, le syndrome de Di-George, ces choses rarissimes, vous ne les aurez jamais. Toujours des hypoparas post-op. D'accord? Donc, et ça, c'est typique, l'histoire des mains de l'accoucheur. Est-ce que tu connais les autres symptômes d'hypocalcémie qu'il faut rechercher? Fasciculation et pseudo-épilepsie, non? Pseudo-épilepsie. Enfin, fasciculation, tremblement. Alors, il y a surtout tout ce qui est... Il y a des symptômes... Il y a des paresthésies. Vous n'êtes jamais allé donner vos plaquettes? C'est pas bien. Quand on donne ces plaquettes, par exemple, dans le circuit, il y a du citrate qui va chélater votre calcium. Vous savez que quand on donne ces plaquettes, on vous sort le sang, on prend vos plaquettes et puis on vous rend votre sang. Donc, on vous enlève le calcium. Et donc, typiquement, on a des paresthésies péribuccales et des paresthésies des extrémités. Okay, donc ça, c'est le premier signe. En général, ça arrive avant les mains d'accoucheur. D'accord? Main d'accoucheur, c'est les mains comme ça. Typiquement, c'est la patiente qui arrive aux urgences, étiquetée crise de tétanie, tout le monde la croit hystérique, alors qu'en fait, elle a une hypopara. Donc, commencez par baisser le col roulé pour aller regarder si elle n'a pas été opérée de la thyroïde. Okay, vous avez le signe de Chvostek et le signe de Trousseau. Alors ça, c'est de la sémiologie très très fine. Vous en avez un quand on tape ici, et ben à ce niveau-là, donc vous prenez un tiers de la distance entre l'oreille et le coin de la bouche. Vous tapez comme ça et puis vous allez voir qu'elle va faire elle va contracter en fait son muscle péribuccal. Faire comme ça, un peu comme les poissons. D'accord? Et le signe de Trousseau, c'est en fait tout simplement le fait de gonfler un brassard. On gonfle un brassard et au moment de dégonfler le brassard, elle sent des paresthésies dans ses mains. Tout simplement. Donc c'est principalement ces symptômes-là. Ok? Donc hypopara post-chir, très fréquent, surtout quand ils ont été opérés par des chirurgiens qui ne sont pas habitués. Hop, les parathyroïdes, c'est quelque chose de tout petit, donc ça ne se voit pas. D'accord? Et ça part très souvent avec la chirurgie. Donc ça, c'était les autres signes qu'on recherche. Et puis, devant une hypocalcémie, qu'est-ce qu'on fait toujours? Un ECG. D'accord? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire d'autre comme examen complémentaire? Du coup, j'avais fait ECG, calcémie, calciurie, phosphatémie, vitamine D et PTH. Voilà, pourquoi la vitamine D? Je sais pas, dans le bilan global. Non, mais tu as raison. Okay, dès que tu explores le bilan phosphocalcique, il faut toujours faire la vitamine D. Okay, parce que la vitamine D, elle est importante pour faire fonctionner la PTH et la PTH est importante pour faire fonctionner la vitamine D. Okay, la PTH, elle agit en augmentant la réabsorption de calcium au niveau intestinal et en augmentant la réabsorption rénale de calcium. Okay, et au niveau digestif, en fait, elle agit en augmentant l'efficacité de la vitamine D. Donc si vous êtes en déficit en vitamine D, la PTH ne peut pas fonctionner. Bon, là, il se trouve que si elle est dans cet état-là, c'est qu'elle n'a plus de PTH. D'accord, mais c'était très bien. Et donc, sur l'ordonnance de sortie, qu'est-ce que tu vas mettre? Son nom, prénom, date de naissance, nom du prescripteur, date de la prescription. Et j'avais mis substitution par parathormone à vie. Non, alors ça, en fait, le Forsteo, la parathormone, ce n'est pas une indication dans les hypoparas. Okay. On les traite par calcium et vitamine D, en fait. Il leur reste toujours un tout petit peu de PTH. Cette PTH va permettre de pouvoir faire fonctionner la vitamine D. Et puis, la vitamine D par elle-même permet de faire remonter le calcium. Alors, la vitamine D, la PTH, vous savez que ça fait monter le calcium. Et qu'est-ce que ça fait avec le phosphate, pardon. La PTH, la parathormone, fait monter le calcium et elle fait, elle fait descendre le phosphore. La vitamine D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait monter le calcium et elle fait monter le phosphore. Okay, donc, vous vous rendez compte que quand on va traiter une patiente par du calcium et de la vitamine D, on va avoir sur le phosphore l'effet inverse de ce que fait la PTH. Et pourquoi dans l'insuffisance rénale chronique, on a hypo-hyper alors?
hypocalcémie, hyperphosphorémie? Parce qu'en fait, c'est à cause de l'insuffisance rénale que tu as une hyperphosphorémie. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'hydroxylation de la vitamine. Ah oui, mais elle arrive quand même. En fait, ce qui se passe dans l'insuffisance rénale, tu as d'une part au niveau du calcium, donc un déficit en vitamine D à cause de l'hydroxylation, de la 1-alpha-hydroxylation qui ne se fait pas dans le rein, et donc qui entraîne une hypocalcémie. Parallèlement, tu as une insuffisance rénale qui fait que tu as une clairance du phosphore qui est diminuée. Du phosphate, ou si je me trompe. Okay, donc ça, c'est à cause de ça. Évidemment, c'est la question qu'on se pose toujours, hein, mais c'est l'insuffisance rénale qui est à l'origine de ça. Et du coup, la PTH augmente. Okay, hypocalcémie, hyperphosphorémie, la PTH augmente beaucoup. D'où l'importance de normaliser tout ça, le rénagel, le calcium, et on verra après sur le dossier de l'hyperpara, on verra le mécanisme d'action de la parathormone. D'accord, mais il faut retenir que c'est une hyperpara secondaire, okay, dans l'insuffisance rénale. Donc c'est à cause des anomalies qu'on va avoir une hyperpara, et c'est pas l'inverse. De la même façon, tu as une hyperpara et pour autant tu as une hypocalcémie. Ouais, non, mais juste que je ne comprenais pas, c'était le phosphore en fait. Bah, parce qu'il a aussi une raison à cause de l'insuffisance rénale. D'accord ? Donc voilà, donc la parathormone, à mon avis, plus important que le cancer de la thyroïde. Donc il faut avoir bien compris le métabolisme du calcium. Au niveau nutrition aussi, c'est important, hein, c'est assez à la mode de savoir qu'est-ce qu'il faut manger au niveau des apports calciques. Donc faites attention à ça. Et du coup, on traite comment on traite calcium et vitamine D? Calcium, vitamine D. Tout à fait. En surveillant bien la calcémie, parce que comme vous le savez, calcium plus vitamine D, on peut avoir des hypercalcémies. Donc il faut surveiller de manière rapprochée. Mais c'est très 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 difficile de traiter une hypopara, hein. C'est souvent des patientes qui vont continuer à avoir des paresthésies toute leur vie, en fait, qui vont s'habituer à avoir des paresthésies. C'est pour ça que si vous avez des patientes avec des problèmes de la thyroïde, il faut les envoyer se faire opérer par des chirurgiens qui connaissent bien la thyroïde.